Mesdames et messieurs, bonjour. Sur la rouille et les cendres des fameuses machines agricoles, le gouvernement béninois ressuscite la mécanisation de l'agriculture et annonce la création d'une agence à cet effet, l'objectif étant d'accroître la production agricole et de garantir la sécurité alimentaire. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Quelles sont les erreurs à éviter pour que les objectifs soient atteints? Eh bien, nous en parlons en décryptage. Nous parlerons également, mais cette fois-ci en dossier de la semaine, des côtes maritimes béninoises menacées par moments par des pirates, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur l'économie béninoise. Un arsenal juridique est élaboré pour protéger la façade maritime béninoise et le préfet maritime du Bénin nous en donnera la consistance dans cette émission Wikeko que nous démarrons par le mini-journal présenté par Estelle Espérance Ropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. La culture de l'investissement préoccupe les startups de plus en plus et les innovateurs et acteurs économiques. Des propositions et moyens d'action sont donc mis en place pour permettre aux start-upers de profiter des incubateurs et des apports des petites et moyennes entreprises aptes à prendre des risques. Cela passe par un dispositif idoine de financement et d'investissement. Comment développer la culture de l'investissement chez les startups? La réponse avec Mathieu Sokenou, Ulvaeus Balogun et Rebecca Adjinankou. Comprendre la particularité de l'investissement au sein des startups est de plus en plus une nécessité. Très souvent, les entraves que rencontrent les innovateurs sont le résultat d'une défaillance de culture de l'investissement. Quand on parle d'investissement dans les startups, on ne parle pas d'investissement dans une entreprise classique ou dans une entreprise traditionnelle. C'est un investissement long qui n'a aucune garantie de succès parce qu'il y a beaucoup d'aléas, mais qui est nécessaire parce que quand ça va marcher, il y a une capacité de croissance qui est très rapide et je peux générer énormément de revenus. Situation dubitative, elle ne réconforte pas les banques qui, en temps normal, doivent être fixées à court terme. Conscient de cette difficulté, des alternatives sont en jeu et un regard prometteur tourné vers les petites et moyennes entreprises à des fins plus prometteuses. La problématique aujourd'hui, c'est le manque d'investissement dans les PME et les startups. Alors, il faut qu'on réfléchisse à trouver des solutions innovantes, telles que la création de fonds d'investissement, la création de Angel Network, c'est-à-dire des personnes physiques qui décident de mettre une partie de leur patrimoine à la disposition de quelqu'un qui est un porteur de projet. Et également, cette personne peut aussi mettre son expérience à la disposition de cette entreprise. En 2050, le taux de croissance démographique va passer à 2,4 milliards en Afrique, ce qui entraînera plus de 450 millions d'employés et une disponibilité de 220 millions d'emplois. Un entrepreneur qui est bien accompagné, c'est un entrepreneur qui crée une entreprise durable. Donc c'est plutôt une mise à niveau qui est à réaliser, parce que l'argent finalement on se rend compte qu'il est plus ou moins là, avec des disparités selon les pays et les niveaux d'avancement des projets. Mais c'est plutôt de faire rencontrer les deux et que l'un soit prêt et l'autre aussi. C'est de mettre à niveau les incubateurs pour qu'ils puissent s'appuyer sur ces fonds d'investissement ou sur ces business angels qui est un nouveau moyen de financement, les deux, pour donner après de l'argent aux bénéficiaires, donc aux entrepreneurs ou aux startups. Réseau de business, cartographie d'acteurs de financement, lisibilité des initiatives, fonds d'investissement, autant d'étapes à franchir par un start-upper pour lancer son innovation. Pour l'heure, le Bénin s'attelle à mettre en place le dispositif pour renforcer la formation et l'assistance technique des jeunes innovateurs.
Les infrastructures routières sont chaque jour détruites. Les lampadaires solaires installés sur les terre-pleins centraux sont démolis. Sur certaines routes, c'est la chaussée qui se dégrade du fait des actes d'incivisme. Le phénomène est plus inquiétant à Godomé où Amitié Saguidi et Patrick Adiagbojou ont fait le constat. Voici leur reportage. La route à Cotonou, pas un seul jour sans qu'elle ne subisse les conséquences désastreuses des actes d'incivisme. Presque aucun carrefour, ni les terre-pleins centraux ne sont épargnés. C'est aussi le cas de la chaussée et des carnivaux en béton armé qui sont détruits suite à des accidents de la circulation. Quand les grosses voitures, les titans, quand ils causent des dégâts, ils ne s'arrêtent pas, ils font tout possible pour partir. Et il n'y a pas de patriotisme. Si les gens aiment vraiment ce pays-là, ils auraient pu se comporter autrement. Et ce qu'on constate, c'est que c'est de l'incivisme. De l'incivisme et de l'inconscience qui règne en maître sur les routes. Tout se passe comme si aucune loi n'existe pour sanctionner et éviter la destruction tous azimuts des infrastructures routières. Il y a trop de laisser aller, donc il faudrait que les autorités reprennent les choses en main pour commencer par punir. Et la façon même d'octroyer les permis de conduire aux citoyens, il faut revoir tout ça là. Et que nos policiers soient un peu plus rigoureux par rapport à ce genre de choses. Franchement, ils n'ont qu'à sanctionner parce que ça ne va pas. Ça ne va pas avec ça là. L'excès de vitesse en agglomération, l'alcoolisme et surtout l'utilisation du téléphone portable en pleine circulation. Les causes sont nombreuses. Le manque de sensibilisation périodique au civisme et à la citoyenneté fait payer un lourd tribut à l'économie nationale. Pourtant, sans la route, pas de développement. On parle maintenant du pagne tissé. Ce pagne est comme un support des valeurs culturelles et cultuelles du Bénin. Fabriqué à base de toile, les tisserands y insèrent des images variées et diversifiées sur l'historique des royautés du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Avec la modernité, ce pagne est-il toujours identitaire? Son tissage nourrit-il son homme? Élément de réponse dans cette interview que nous propose Enoch Mpati et Edwige Agossou. Si nous parlons de l'histoire du Kanva, on refait au roi Agonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui, dans le palais du roi Agonglo, dans le quartier du roi Agonglo. Presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le Kanva fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre Kanva, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas Kanva dedans, ta valise n'est pas complète. Donc le Kanva béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici, j'ai ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. Fin du mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeko. Et mesdames et messieurs, comme je vous l'ai annoncé en introduction, nous allons parler dans quelques instants de la mécanisation de l'agriculture. C'est tout de suite. Mes invités ils sont déjà sur ce plateau et avec un plaisir, je vous présente Abdoulaye Koudous.
Bonjour Abdoulaye. Bonjour Roch. La plateforme? Oui, la plateforme, tout va bien. Je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Abdoulaye Koudous, on ne le présente plus, c'est l'un des célèbres présentateurs de la télévision nationale. Je vous en prie, le plaisir à partager. C'est notre devoir de partager ce que nous connaissons avec les téléspectateurs. Et je rappelle que vous êtes spécialiste des questions agricoles. Tout à fait. Et en face de vous, William Apollinaire Choki, bonjour. Bonjour Roch Aurélien Koyenou. Lui, il est un habitué de ce plateau. Je reste avec vous tout de suite pour vous demander déjà, vous savez, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres le 10 avril dernier et a décidé de la création d'une agence de mécanisation de l'agriculture. Dites-nous, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les paysans, les producteurs? Bon, je dirais d'emblée que c'est une bonne nouvelle pour les producteurs, pour tout le pays, parce que quand on prend l'agriculture, c'est le secteur clé de notre économie ici au Bénin. Oui. Ça occupe près de 70% de la population active et ça contribue à près de 40% au PIB de notre pays. Alors par conséquent, si aujourd'hui on dit qu'on veut mécaniser notre agriculture, ce n'est que justice qui est faite à ce secteur. Depuis toujours, on l'a dit, mais jamais dans la pratique, on l'a vu. Mais est-ce qu'il faut attendre forcément l'État pour mécaniser l'agriculture? Non, quand on dit mécaniser, sur tout le territoire, ce n'est pas que tout le monde attend d'abord l'État avant de mécaniser. C'est fait dans certains secteurs, dans certaines plantations, dans certaines fermes. C'est déjà une réalité. Mais l'État maintenant prend l'engagement de rendre l'agriculture plus mécanique. Je crois que c'est une bonne nouvelle parce qu'on veut laisser les outils rudimentaires, les outils manuels et aller vers des appareils, équipements motorisés et plus sophistiqués. Ça permet d'avoir une plus grande productivité. Très bien. Vous avez parlé d'outils rudimentaires qu'on veut laisser. Koudous, lorsqu'on parle de mécanisation agricole, que faut-il y retrouver? À quoi faut-il se référer lorsqu'on entend le terme mécanisation agricole? D'abord, je veux renchérir les propos de William Choki pour dire que c'est une bonne nouvelle. Quand on parle de mécanisation agricole, la création d'une agence, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on entend de ces genres de nouvelles. Oui, tout à fait. Ça existait avec le PPMA, le programme de promotion de la mécanisation agricole. Après, nous avons eu l'ADEMA, l'agence. Il y avait déjà eu une agence qui a existé, l'agence de développement de la mécanisation agricole. Mais dans les faits, comme il a notifié, on ne le sent pas, cette mécanisation. Alors, quand on parle de mécanisation, concrètement, c'est qu'on s'attend à ce que la productivité soit renforcée. Tout à fait. C'est qu'on s'attend à ne plus voir nos producteurs se gêner avec la roue. C'est qu'on s'attend à voir de grandes superficies emblavées. C'est qu'on s'attend à voir conjuguer au passé l'insécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, quand on prend le contexte béninois, on sait, tout le monde le sait, l'agriculture est le fer de lance de notre économie. 32% de la population active, c'est aussi 23% de contribution à la formation du PIB, 13% de contribution à la richesse nationale et 11 milliards de terres arables. C'est un secteur assez important. Malheureusement... 11 millions. Oui. Plutôt de terres arables, mais paradoxalement, ce qui est paradoxal, seulement 17% sont exploités. Nous avons de Cotonou à Malanville 11 millions d'hectares de terres cultivables disponibles, mais seulement 17% sont exploités. Pourquoi? Parce que l'agriculture est encore à l'étape rudimentaire. Alors donc, si on parle de mécanisation aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, mais ça va l'être davantage quand on va le constater dans les faits. Oui, ça va l'être davantage quand on va constater cela dans les faits. Vous avez fait référence à certains projets qui ont précédé l'agence qui va être bientôt créée. Vous avez parlé du projet PPMA. On a investi des milliards de francs CFA. Les machines n'ont pas servi à grand-chose. Elles sont laissées aux intempéries, à la rouille. D'autres dorment dans les champs paisiblement. Que s'est-il passé pour que ce projet ait connu un résultat aussi minable? C'est un scandale, vous l'avez rappelé, quand vous faites le tour de nos communes aujourd'hui, vous voyez ces machines, ces cadavres qui jonchent certains champs. Nos serpas, les champs, les structures qui s'occupent de l'agriculture. Vous voyez dans certains champs ces machines qui dorment.
Et c'est un scandale. Des milliards ont été engloutis, mais le projet n'a pas abouti, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une étude préalable. Quand vous allez à Zakota, on a installé une usine de transformation du jus d'orange. Et quand vous allez aussi à Pomassé, on produit de la tomate. Vous avez l'installation d'une usine, une unité de transformation de purée de la tomate en purée de tomate qui donne. Ces usines n'ont pas fonctionné une seule minute. Pourquoi? Parce que on n'a pas étudié préalablement le terrain, on a juste exporté et on a importé des machines qu'on a installées chez nous, mais qui ne sont pas adaptées à nos productions. Aujourd'hui, ces usines sont là, d'hommes, mais on ne peut pas les démarrer. Tout à fait. Et c'est dans ce contexte, aujourd'hui, qu'on vient encore créer une autre agence. Et je me dis peut-être que ça va être différent de ce qu'on a vécu jusque-là. Et c'est notre souhait. Nous restons également optimistes et vous savez, on peut estimer que ça va être différent parce que nous avons assisté tout récemment à un recensement national de l'agriculture. L'ARENA. Est-ce que c'est déjà des dispositions qui sont prises pour que l'on n'assiste pas au même résultat? Je vais me croire quand même parce que c'est que quand on parle des statistiques, on sait à peu près le nombre de producteurs que nous avons sur le territoire national. Ça permet de savoir quel est le nombre de machines à acheter aux gens, comment faire la répartition. Mais le problème le plus important, il a déjà souligné, est-ce qu'il y a des études préalables? Parce que si tu ne veux pas d'aller acheter des machines à l'extérieur, de les amener, est-ce que nos terres, enfin ces machines qui viendront, peuvent vraiment travailler sur nos terres? C'est l'étude qu'il faut d'abord faire au préalable pour savoir telle machine est adaptée à nos terres. C'est ce qui a été passé avec le projet PPMA. On a acheté des machines, des centaines, je dis même des milliers de machines, qui aujourd'hui sont des cimetières de ferraille qui dorment dans la plupart de nos serpents. Enfin, je crois maintenant on parle de ATDA. Voilà. Je me pose la question. Voilà. Donc, il faut nécessairement qu'on fasse des études préalables pour savoir que vraiment ces machines qu'on va importer, qu'on va ramener sur le territoire national, sont adaptées, que ces machines ne vont pas détruire les terres. Parce qu'il ne suffit pas de mécaniser. On peut vouloir mécaniser et détruire ces terres. C'est-à-dire faire détruire les substances nutritives de ces terres. L'autre chose que Kouroussa a évoqué, il a demandé est-ce que vraiment le gouvernement a pris leçon de ce qui est passé par le passé. J'espère que vraiment que tout cela est fait. Parce que si on ne fait pas un feedback par rapport à ce qui s'est passé par le passé, et on dit ok, on veut créer une nouvelle agence, on risque de reprendre avec les mêmes choses. Mais je veux croire que ce gouvernement a vu ce qui s'est passé. C'est un scandale. Je me dis, voilà des dossiers sur lesquels on doit encore remuer. Il faut montrer, il faut sortir ces dossiers-là pour dire voilà comment cela a été géré. Il faut punir ces gens qui ont fait engloutir ces milliards de francs à notre pays. Parce que là aussi, c'est des... Et ils sont là. Hein? Ils sont là, justement. Il faut qu'ils répondent de leurs actes. Il faut qu'ils répondent de leurs actes. Et j'espère que des études préalables seront faites pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'on a eues par le passé. Alors, Koudous, dites-nous, est-ce qu'il y a des filières particulières ou des zones particulières à privilégier dans l'attribution justement de ces machines agricoles qui seront bientôt déployées sur le terrain? Alors, quand on parle de mécanisation agricole, on voit tout de suite... les tracteurs. Oui. Mais au-delà, c'est que la mécanisation agricole implique aussi un changement de comportement. C'est que le paysan, les bonnes pratiques culturelles vont être mises en œuvre. Le paysan saura désormais la quantité d'engrais qu'il faut apporter à son sol pour fertiliser ce sol. Et là, pour les zones à véritablement cibler, c'est peut-être des zones céréalières, des zones où on produit davantage des céréales qui sont de grande consommation, notamment le maïs. Mais vous savez, aujourd'hui, la culture qui rapporte le plus au Bénin, c'est le coton. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on y investisse pratiquement par la majorité des machines qui seront déployées sur le terrain? La campagne 2017-2018, la production du maïs au Bénin tourne autour de 1,6 million tonnes. Tout à fait. Et la campagne 2016-2017, on était à 1,2 million tonnes. Ouais. Et c'est une prouesse. On en a même exporté. On en a exporté. Et avec la mécanisation agricole, c'est sous-entend que nous allons produire davantage. Et produire du maïs davantage au Bénin, qui est une
culture de grande consommation, une spéculation prisée, c'est notre nourriture de base, c'est conjuguer par exemple l'insécurité alimentaire au passé. C'est résoudre la question de l'insécurité alimentaire. Mais si déjà on a produit jusqu'à avoir des excédents, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le Bénin a déjà atteint une autonomie alimentaire? Une autosuffisance, vous voulez dire? Une autosuffisance, pardon, merci pour l'expression, une autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire est réalisée au Bénin, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas encore suffisante parce qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers et penser que parce qu'on a produit 1 600 000 tonnes, qu'on a déjà beaucoup fait. Une catastrophe peut survenir et mettre famine, tout en mal, voilà. Oui, peut gagner le Bénin. Donc, il faut privilégier d'abord les zones productrices des vivres, notamment le maïs, le soja, les sorgho, les céréales, le riz, avant maintenant de penser aux produits d'exportation, notamment le coton. Le coton et le palmier à huile et les autres, l'anacade qui suit. Alors, cette mécanisation de l'agriculture, qu'est-ce que ça rapporte concrètement aux citoyens lambda? Bon, c'est vrai que ça permet d'avoir une plus grande productivité. On a la rente qui est plus forte, c'est-à-dire on a beaucoup plus de bénéfices. C'est cela d'abord. Ça permet d'emblaver. Une chose est de produire en grande quantité. Aujourd'hui, dans certaines régions, on produit en grande quantité, mais on ne sait pas conserver, on ne sait pas transformer. Justement, il a, comme tu n'as pas évoqué, quand on parle de mécanisation, c'est qu'on produit, mais on transforme sur place. Donc, ça veut dire que dans le processus d'attribution de machines agricoles, il y aura également des machines qui vont... De transformation de ces produits. Consacrées à la transformation de ces produits. Voilà. Donc, il ne suffira plus de produire la matière première et de l'exporter. Non, on va le transformer sur place. Et là, ça crée une chaîne de valeur pour d'abord l'économie en matière d'agriculture. Ça permettra bien sûr de créer d'autres emplois. Ça permettra d'emblaver de grandes superficies. Et ça permettra de réduire, comme il a dit, l'utilisation abusive que nous faisons des engrais chimiques qui ont des impacts négatifs sur la terre. Ça permettra en plus quand même d'augmenter la rente de l'économie nationale. Alors pour abonder dans le même sens que William, la mécanisation, c'est aussi empêcher les pertes post-récolte. Exactement. Et pour le faire, il faut, et ça a commencé déjà au Bénin. Vous voyez dans la zone de Malanville où c'est une zone risicole, on a érigé une rizerie qui permet de transformer sur place le riz qu'on produit, le riz paddy. Et dans la zone de Glazo également, il y a une rizerie qui a été installée. C'est aussi cette mécanisation qui permettra de mieux traiter la récolte, qui permettra de traiter sur place la production que nous avions donc pu réaliser et ça permet d'éviter ces pertes post-récolte qui dans certains pays sont évaluées à un peu plus de 30%. Vous voyez, sur 1 600 000 tonnes de maïs produit, qu'on perd 30% de cette production, vous voyez ce que ça peut donner. Absolument. Et c'est pour ça va rapporter gros. Voilà, c'est pour éviter ça qu'il faut souhaiter la mécanisation et ça nous permettra donc de régler ce problème de post-récolte, d'avoir du matériel pour mieux traiter les récoltes, parce qu'il y en a qui font de la conservation, par exemple du maïs, la conservation des légumineuses. De façon traditionnelle également. De façon traditionnelle. Il faut moderniser tout ça. Moderniser tout ça. Et aussi les usines qui ont été, les unités de transformation qui ont été installées à Pomassé, à Zapota. Voilà. Il faut les rendre fonctionnelles. Et désormais, on n'aura plus de la tomate sous la main, on n'aura plus l'orange qu'on jette, la tomate qui jonche dans nos rues, on n'aura plus de la mangue du côté de Natitengu. Il faut aussi installer une usine là. C'est aussi la mécanisation. Ça aussi, c'est la mécanisation. C'est très important. Et pour finir, parce que le temps est pratiquement fini, je vais vous poser une dernière question. Pour utiliser ces machines agricoles qui seront réparties bientôt sur le territoire, il faut bien être formé à son utilisation. Justement. Est-ce qu'on va les laisser aux paysans qui vont très tôt les détruire, ou bien est-ce qu'il faut former des jeunes sortis des lycées et collèges agricoles pour pouvoir les piloter dans les zones? Mais je crois que la réponse est déjà donnée par vous-même. Il faut former ces jeunes qui sortent des lycées. On a une université d'agriculture dans notre pays. C'est pour étudier tous ces paramètres-là. Je crois que
l'occasion maintenant est donnée maintenant à cette université maintenant de travailler davantage pour que cette agence qui sera créée fonctionne correctement et qu'on ne retombe pas dans le même travers. Vous avez dit, ça va permettre non seulement de... Il faut former, vraiment, vous l'avez dit, les techniciens, mais aussi permettre à ces producteurs aussi d'avoir un minimum de connaissances, de maîtrise par rapport à ces machines. Parce qu'on ne va pas attendre nécessairement que des mécaniciens viennent dans les champs pour réparer ces machines. Alors, tout en formant ces jeunes, il faut aussi former les producteurs sur Je vois que nous sommes pressés par le temps et pour enchérir les Oui. propos de William, il faut renforcer ces paysans, il faut leur donner des moyens. Parce qu'aujourd'hui, la machine agricole ne coûte pas, c'est pas 100 000 francs, c'est des millions de francs. Et aujourd'hui, on connaît la poche de nos producteurs. Est-ce qu'ils auront les moyens pour accéder à ces machines? Il faut aussi avoir des pièces de rechange sous la main. C'est ce qui a manqué à l'autre projet. Il ne faut pas... Je crois qu'il y a déjà une usine de montage des machines agricoles. Mais qui n'a jamais fonctionné. Ce serait l'occasion de... Il faut permettre à ces paysans, il faut les former, comme l'a dit William, il faut avoir les pièces de rechange. Il faut aussi une mécanisation durable. Et c'est cette mécanisation durable qui nous permettra de pratiquer une agriculture durable qui va exercer moins de pression sur nos sols et moins de pression sur les paysans également. Paysans qui va Merci. permettre de préserver l'environnement. N'oublions pas que quand on parle de mécanisation, il y a aussi un autre problème. C'est-à-dire on réduit un peu... très rapidement. Oui, on réduit un peu le nombre de producteurs sur le terrain parce que quand on dit mécanisation, c'est la machine qui remplace les hommes. Il faut aussi prendre compte de cela. Il ne faut pas qu'on crée d'autres problèmes en voulant régler un autre. Oui, voilà. Et il y a d'autres projets qui sont là, tels que le projet H qui va prendre en charge la santé de ces paysans. Merci à vous, William Tchoki. Merci aussi, Abdoulaye Koudous. J'espère que vous nous promettez de passer de temps en temps dans cette émission. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir, nous vous recevrons. Mesdames et messieurs, nous continuons cette émission et tout de suite, nous enchaînons avec le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, nous allons parler justement des côtes maritimes béninoises. La piraterie maritime à combattre à tout prix, un défi majeur pour le Bénin. Le défi à relever, c'est de faire en sorte que nos eaux soient sécurisées. Et lorsque je parle de eaux sécurisées, il faut faire en sorte que les attaques ne surviennent plus. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est que notre législation s'adapte aux actes de banditisme qui ont cours dans la plupart des eaux du golfe de Guinée, et plus particulièrement dans les eaux du Bénin. Entre 2008 et 2011, le Bénin, comme la plupart des pays du golfe de Guinée, a connu son lot d'attaques de piraterie maritime, plusieurs pertes en numéraire. Et depuis lors, des mesures draconiennes sont prises. Le budget de la marine a été quadruplé. Les zones de sécurité sont établies. Les navires sont régulièrement enregistrés. Les forces navales s'entraînent périodiquement. Et les radars côtiers sont installés un peu partout sur la chaîne portuaire. La pêche illicite représente 1,3 milliard de dollars de pertes annuelles pour les pays du golfe de Guinée. Et donc sur ce plan-là également, de nombreuses mesures sont en train d'être prises, notamment le renforcement du cadre légal pour l'exercice des activités de pêche au Bénin. Il y a également un mécanisme qui se met en place pour la protection de nos ressources halieutiques. Des mécanismes qui vont permettre à nouveau au Bénin de faire efficacement face à la menace de la criminalité maritime. Cette rencontre, une première à Cotonou, vise à jeter les bases du cadre juridique béninois. Experts du secteur de la justice et des eaux marines y consacrent 72 heures. La faiblesse du cadre juridique s'observe dans la plupart des pays du golfe de Guinée. Et je crois que le Bénin vient de faire ainsi un grand pas en réunissant dans ce creuset opérationnels et juristes. Et nous nous en félicitons. Un grand pas de franchi pour mieux sécuriser non seulement les côtes maritimes béninoises, mais aussi pour traduire en justice les fraudeurs. Merci à vous, Patrick, notre invité. Il est déjà sur ce plateau. Je vous le présente très rapidement, Fernand Maxime Aoyo. Vous êtes le préfet maritime du Bénin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de la marine militaire.
Tout à fait. Très souvent, pour vous désigner, il y a des appellations spéciales. On entend préfet maritime, on entend capitaine de vaisseau, capitaine de frégate, tout ça. Ça fait bien rire, mais ça fait partie de votre particularité pour le travail que vous faites. Nous allons parler de la protection des côtes béninoises. Patrick Kadiagodjo, vous étiez sur le terrain, c'est vous qui avez réalisé ce reportage, vous êtes là pour mener ce débat avec moi. Bonjour Roka Koinou, très chers téléspectateurs de l'émission Wikeko, bonjour et bienvenue dans la rubrique Dossier de la semaine. La piraterie et la criminalité maritime est un manque à gagner pour le Bénin et les pays du Golfe de Guinée. Pour parer au plus pressé et éviter des pertes en numéraire, les forces navales et les acteurs de la justice ont uni leurs réflexions au cours de cette semaine, pendant son 12 heures, pour jeter les bases d'un cadre juridique qui va permettre la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime. Monsieur Fernand Massimaoyo, dites-nous, vous étiez à ce séminaire de formation, quelles sont les grandes résolutions issues de cet atelier? Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à débattre des questions d'intérêt commun. Je voudrais juste rappeler qu'en 2012, le Bénin a fait faire un audit sur le cadre juridique de l'exercice de l'action de l'État en mer. Et donc, cet audit a révélé un flou juridique en ce qui concerne les activités maritimes. Et donc, la plus grosse faiblesse que nous avons au Bénin, c'est le cadre juridique. Et je voudrais juste rappeler que ces dernières décennies, les activités commerciales dans le monde se sont développées à une très grande vitesse. Et le secteur maritime occupe entre 80 et 90% de ces activités. Et donc, ce développement du commerce mondial s'est accompagné du développement des menaces. Oui. Donc, cela a suscité des convoitises, aussi bien des acteurs étatiques que non étatiques. Et donc, aujourd'hui, il importe que les pays riverains s'arment et essayent de mettre à hauteur le cadre juridique donc, ce qui a été pour faire face aux contrevenants. Mais monsieur le préfet, est-ce qu'on a besoin d'un cadre juridique avant de s'attaquer aux pirates qui viennent semer le trouble dans vos eaux? Alors, le Bénin est une démocratie. Le Bénin est un état de droit. Et les océans et les mers sont gérés par les conventions internationales. Et plus particulièrement, ce que nous appelons dans le jargon maritime la Constitution des mers et des océans. C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay, à laquelle le Bénin est parti. Et donc, la gestion des ressources marines nécessite d'avoir un cadre juridique bien précis, qui s'adapte, parce que les océans et les mers sont un patrimoine mondial. Donc, les pays riverains ne peuvent pas se permettre de gérer les ressources comme ils l'entendent. Et donc, il me semble important que le parquet, les magistrats, dans une large mesure, le ministère de la Justice du Bénin soient outillés pour faire face aux contrevenants. Donc, ceux qui ne respectent pas la réglementation internationale ou qui pillent les ressources. Et cela justifie pourquoi cet atelier a été organisé, donc qui a mis ensemble experts, juristes et opérationnels. On comprend si bien que le cadre juridique est très important pour la sécurité des eaux marines béninoises et de tous les pays du Golfe de Guinée. Mais hier, combien la piraterie a fait perdre à l'économie nationale béninoise? Alors, je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Par contre, je peux vous dire que lorsque les eaux ne sont pas sécurisées et que les navires se font attaquer régulièrement, la conséquence est une augmentation des polices d'assurance. Et qui dit augmentation des polices d'assurance dit forcément une perte en termes de fréquentation de notre port.
Et il faut absolument l'éviter parce que c'est une manne pour le Bénin d'être un pays riverain. Donc les océans, notre espace maritime doit pouvoir contribuer de façon significative au développement économique de notre pays. Il faut éviter la pète en numéraire et asseoir un cadre juridique, ce qui a été fait pendant 112 heures. Quels sont les secteurs du commerce qui vont bénéficier de ce cadre juridique, certainement pour plus de croissance économique? Alors c'est tous les secteurs, c'est toutes les administrations qui interviennent en mer. C'est le MAEP à travers la direction des pêches, c'est les forces navales à travers l'exercice de l'autorité de l'État en mer, c'est également le ministère des Finances à travers la douane, il y a beaucoup d'autres administrations. Et le mécanisme, le système que le Bénin met en place et qui est en place dans la plupart des pays est une forme de chaîne constituée de maillons représentés par les administrations. Et le dernier maillon, c'est le ministère de la Justice. Et donc, tout le processus engagé depuis la mer finit toujours à terre, et finit toujours par un volet judiciaire. Et donc, pour nous, il est très important que les magistrats soient outillés et que le Bénin renforce le cadre juridique parce que les criminels ont toujours une longueur d'avance. Vous savez, il faut peut-être une demi-heure, même pas, pour passer des eaux territoriales du Bénin aux eaux territoriales du Togo. Juste pour prendre un exemple. Mais il faut des années pour élaborer une législation pour pouvoir combattre cette activité. C'est juste pour vous donner un exemple et dire que les malfrats ont toujours une longueur d'avance. Et donc, nous devons aller vite, renforcer le cadre juridique pour asseoir un véritable état de droit au Bénin en ce qui concerne le secteur maritime. Vous le disiez, il faut aller très vite. Et quels seront les impacts économiques de la sécurité des eaux du Bénin sur le port autonome de Cotonou, quand on sait que c'est le poumon économique du Bénin? Alors, un espace maritime sécurisé, oui, c'est forcément la baisse des polices d'assurance et donc l'augmentation de la fréquentation du port. Le premier secteur, c'est naturellement le port autonome de Cotonou et puis toutes les activités qui l'entourent. Entre-temps, le Bénin avait perdu en termes de fréquentation du port, mais depuis l'année dernière, le gouvernement prend des mesures qui vont être un exemple dans la sous-région. Lesquelles, par exemple? Alors, je veux rappeler une grande décision qui a été prise lors du Conseil des ministres du 11 janvier 2018, exactement. Donc, ça concerne la lutte contre la pollution marine. Ensuite, il y a eu tout récemment, alors il y a 48 heures, une grande décision qui a été prise au Conseil des ministres en ce qui concerne la sécurisation des approches maritimes. Et je veux rappeler que le chef de l'État est personnellement impliqué dans la sécurité maritime au Bénin. Et le troisième acte qu'il a posé, c'est la relecture des textes législatifs qui régulent les activités de pêche. Tout à fait. Et ça, c'est une grande préoccupation pour le chef de l'État. Et parlant même de la pêche illégale, quand on décide de protéger les eaux marines du Bénin, quel avantage on aura désormais de la pêche légale en termes retombées économiques? Alors, le premier avantage, c'est la délivrance de licences. La délivrance de licences de pêche et le contrôle rapportent de l'argent dans les caisses de l'État. Ça me semble important. Ensuite, le Bénin a pris des engagements sur le plan environnemental, sur le plan économique. C'est la gestion durable des ressources. Il faut protéger les ressources. Il faut réguler leur exploitation. Et je crois que cela me semble important parce que le Bénin est parti à de nombreuses conventions et il lui faut honorer ses engagements au plan international. Quand on protège les eaux marines du Bénin, approximativement, combien de navires peuvent transiter ou accoster au port autonome de Cotonou pour faire engranger assez de sous dans la caisse du Trésor public? Alors, je ne vais pas m'aventurer dans ces statistiques puisque je ne les maîtrise pas,
Mais ce dont je suis certain, c'est que les mesures qui sont prises pour les réformes qui sont opérées dans le secteur maritime depuis l'année dernière commencent par redonner confiance aux lignes maritimes et aux opérateurs économiques. Et la fréquentation du port autonome de Cotonou a commencé par augmenter et ces réformes vont se poursuivre. Ces réformes vont se poursuivre, je peux vous l'assurer. Et l'implication personnelle du chef de l'État, je crois que c'est une chose extraordinaire qui est à saluer parce que ça remet en confiance tous les partenaires économiques. Et là, l'État béninois a signé apparemment des partenariats avec la Norvège pour vous accompagner dans la sécurisation de la façade maritime béninoise. Alors, vous faites allusion à la décision du Conseil des ministres d'il y a 48 heures, effectivement. Et je vous ai dit tout à l'heure que le chef de l'État est personnellement impliqué dans les questions maritimes. Je crois que c'est un homme averti. Il sait combien il est important d'avoir un œil sur les ressources en mer. Et effectivement, donc, comme vous le disiez, nous avons un partenariat avec une entreprise norvégienne. Vissim, voilà, donc qui va nous soutenir dans une approche globale de sécurisation des approches maritimes, mais pas seulement les approches maritimes, et le Conseil des ministres l'a dit, ça va être également les frontières, nos frontières, il a conduit à craquer. Oui, effectivement, il y aura construit par exemple un nouveau centre national de contrôle maritime. À Cotonou, il y aura renforcé la surveillance et la protection des navires locaux contre les effets de la piraterie. Il y aura à surveiller les zones de pollution et détecter également les pollutions en mer et améliorer la sécurité et la sûreté du trafic maritime. C'est assez consistant comme action à mener. Alors, je crois que c'est la toute première fois que le Bénin va réaliser ce projet. Je peux déjà vous dire que rien que par cette décision du Conseil des ministres, les partenaires sont très enthousiastes. Nos partenaires sont très enthousiastes et sont prêts à nous accompagner en termes de formation. Et je crois que c'est un exemple qui va être suivi dans la sous-région. Actuellement, je ne crois pas que ce centre existe quelque part dans les pays de la sous-région, à ma connaissance. Et donc, ça va être un exemple. Et comme d'habitude, le Bénin donne l'exemple. Et je voudrais juste rappeler pour dire qu'actuellement, le processus de Yaoundé, qui a suscité 2 résolutions des Nations Unies et donc qui invite les pays à coopérer, est parti d'une initiative béninoise. Et une fois encore, le Bénin se mettra en orbite pour donner l'exemple dans la sous-région. Et pour donner l'exemple, je rappelle que vous êtes Fernand Massim Aoyo, préfet maritime du Bénin. Et quand on parle préfet maritime, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, juste en quelques mots. C'est vrai que le thème préfet, ça peut prêter à confusion, mais ça n'a rien à voir avec le préfet terrestre. C'est pour ça qu'on l'appelle préfet maritime. Ah bon. Le préfet maritime est une autorité à double casquette, rattachée à la présidence de la République, et qui représente le gouvernement en mer. Alors, ça ne veut pas dire que le préfet maritime fait le travail des autres administrations, non. Tout à fait. Sa mission principale, c'est la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime, qui a été élaborée par le Bénin en 2013. Vous représentez le gouvernement en mer et en cette qualité, quelle est votre motivation à travers à tous les opérateurs économiques et investisseurs pour leur dire désormais que le Bénin affûte ses armes pour sécuriser la marine béninoise, pour donner accès à tout investissement privé ou... Alors, oui. Le rôle du préfet maritime, c'est la coordination de l'action de l'État en mer. De nombreuses administrations interviennent en mer. Il me semble important que ces administrations travaillent ensemble, coopèrent. Oui. Il n'y a pas que les administrations étatiques, il y a aussi les opérateurs économiques, il y a des ONG, il y a la société civile. Oui. Tous ceux qui ont un intérêt en mer ont des activités. Et donc le rôle du préfet maritime, c'est de pouvoir mettre tout le monde ensemble
c'est de pouvoir communiquer également sur l'action du gouvernement dans le secteur maritime. Et ce rôle me semble important parce que, en coopérant, en travaillant ensemble, nous pouvons faire une économie de ressources. C'est important de le mentionner. Cela évite des doublons. Cela évite des conflits d'attribution. Et c'est pour ça que toutes les administrations l'ont compris, ont compris l'intérêt qu'il y a à travailler ensemble, à coopérer ensemble. Pendant très longtemps, chaque administration est allée de façon, comment dirais-je, de façon éparse. Et aujourd'hui, nous nous mettons ensemble, soit pour faire des exercices, soit pour faire des simulations, ou même pour discuter de questions qui n'ont même pas rapport avec la sécurité maritime. C'est vrai qu'avec... il y a tellement de choses à dire. Malheureusement, on est pris par le temps. Je vais vous remercier d'être passé dans cette émission. Mais avant, est-ce qu'avec ce cadre juridique qui est mis en place, la perte d'environ 1,3 milliard de pertes que l'on consent dans la pêche illicite sera bientôt conjuguée au passé? Est-ce que vous certifiez qu'aujourd'hui, les eaux maritimes seront complètement assainies pour susciter l'investissement privé? Alors, en ce qui concerne la pêche, les réformes qui s'opèrent permettront au Bénin de mieux contrôler ses ressources, de mieux contrôler l'exploitation. D'un autre côté, il faut faire très attention lorsqu'on parle de sécurisation des eaux maritimes. Les activités économiques se sont développées et se sont accompagnées d'une multitude de menaces. La menace, elle est permanente. Et pour nous, il ne s'agit pas de dire à un temps T que les eaux territoriales béninoises sont sécurisées ou que l'espace maritime béninois est sécurisé. Par contre, il s'agit pour nous d'adopter une posture de veille permanente. Tant que la menace est là, nous devons adopter cette posture de veille permanente. Et c'est ce à quoi nous nous employons. Merci. Merci beaucoup à vous, Fernand Maxime Aoyo. Je rappelle que vous êtes le préfet maritime du Bénin. Merci d'être passé dans cette émission. Nous parler du cadre juridique devant régir désormais la lutte contre la piraterie, la protection de la façade maritime au Bénin. Merci également à vous, Patrick Adjaboudjou, de m'avoir accompagné. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Wikeko. Prochain rendez-vous dimanche à 11h. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.